Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire dédié aux startups et leur mode de financement en Hauts-de-France. Ce webinaire est organisé avec l'appui et le soutien de la région Hauts-de-France et plus particulièrement de son action REV 3. Et aujourd'hui, pour nous présenter en quoi consiste REV 3 et quelles sont les actions dédiées à cette révolution, cette troisième révolution industrielle en Hauts-de-France. Nous avons le plaisir de recevoir Virginie Renaud, la directrice de cette action REV 3 en Hauts-de-France, et qui va sans tarder nous présenter un peu en quoi consiste cette action en Hauts-de-France et qu'est-ce qu'elle peut représenter pour les startups qui cherchent du financement pour pouvoir développer leurs projets. Madame Renaud, vous êtes la bienvenue. Merci de nous soutenir et de participer à ce webinaire. Alors, nous savons que vous avez quelques petits soucis de son avec votre ordinateur, donc vous allez parler dans votre iPhone pour que tout le monde vous entende en espérant que cela se passe bien. Donc, soyez un peu indulgents avec le son de Madame Renaud parce que effectivement, nous avons travaillé de main de maître pour pouvoir lui permettre d'avoir la parole aujourd'hui. Et donc, elle va nous parler de sa caméra d'ordinateur et via le micro de son iPhone. Voilà, merci Madame Renaud et je vous cède la parole. À vous l'honneur. Très bien, bah, écoutez, merci, bonjour à tous. Donc en effet, on va faire au mieux avec la technologie d'aujourd'hui, visio et téléphone. Donc l'idée est bien aujourd'hui de vous présenter une possibilité de financement spécial, on va dire, qu'on met à disposition des startups qui rentrent dans la thématique troisième révolution industrielle ou REV 3, mais pour savoir si on en fait partie, bien, je vais commencer par expliquer un petit peu ce que c'est la troisième révolution industrielle ou REV 3 en région. Simplement, je commence par expliquer ce nom. La troisième révolution industrielle, c'est le concept, vous allez le voir, et REV 3, mais je pense que si vous êtes de la région, vous commencez à bien connaître. REV 3, c'est la marque qu'on a choisie en région pour identifier en fait cette dynamique troisième révolution industrielle. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on? Ce sera le premier temps. Ensuite, je vais vous présenter aussi avec Hugo Lambert comment on peut vous aider des startups qui ont des projets dans la thématique REV 3 pour accéder à des financements. On sait que c'est une problématique particulière pour les startups en général, mais dans nos thématiques, très souvent, vous êtes dans l'innovation, dans le disruptif, vraiment, et ça peut faire peur aux banquiers ou aux fonds d'investissement habituels. Et donc, on a mis en place avec EY, donc Ernst & Young, un plateau d'ingénierie et une conférence des financeurs qu'on va vous présenter. Voilà, c'est un des outils, c'est pas le seul. Il y a tous les outils conventionnels que vous connaissez qui existent, mais là, on va vous parler d'un outil spécifique qu'on met en place. Voilà, alors je démarre par la troisième révolution industrielle. Très simplement, c'est un concept qui nous vient donc des États-Unis. Jeremy Rifkin, qui en 2012 a écrit un livre sur la troisième révolution industrielle. L'idée étant que, enfin son concept, cette vision, est de dire que pour qu'il y ait réellement une révolution industrielle, donc ça veut dire création d'activités, d'emplois dans des nouveaux secteurs, pour que ça existe, eh bien, il faut à la fois des innovations fortes dans les énergies et en même temps des innovations fortes dans les systèmes de communication. Et donc, en partant de l'exemple de la première révolution industrielle au 19e, la deuxième au 20e, à chaque fois, il est vrai qu'on avait, eh bien, pour la deuxième, par exemple, le pétrole, enfin, bon, je peux commencer par le premier, le charbon, et en plus, en région, on était fort concernés. Donc, première révolution industrielle, il y a eu le charbon, qui était une énergie, et ça a transformé quand même le quotidien à l'époque. Et à la fois, il y avait les premiers réseaux de chemin de fer, comme vous voyez, en masse. Et ça a créé la première révolution industrielle. À la deuxième révolution industrielle, on a eu donc le pétrole, autre énergie,
Et en parallèle, tous les nouveaux moyens de communication d'époque, par exemple, là on voit la voiture, et pas que, enfin, les moyens de communication aussi après, téléphone, etc., qui sont arrivés. Et en fait, son concept dit que pour qu'il y ait réellement troisième révolution industrielle, donc création d'activités d'emploi dans de nouveaux secteurs, hein, c'est ça derrière, eh bien, il faut qu'il y ait, en matière d'énergie, le développement des énergies renouvelables, et en matière de communication, eh bien là, on est sur Internet, un peu partout, sur des réseaux électriques intelligents, voilà. Et quand je vous dis ça, vous dites, bah oui, en fait, ça existe déjà. En effet, on est déjà dans les transitions, et en plus dans les transitions écologiques, parce que comme vous le voyez, la troisième révolution industrielle, elle est plus verte que les autres. Et donc, c'est les énergies renouvelables, renouvelées, partagées. Et c'est aujourd'hui vraiment vers plus de durabilité, donc une vraie rupture et un changement, une fin de modèle vers un nouveau modèle. Et on y est déjà dans toutes les transitions écologiques, numériques, énergétiques que nous connaissons. Voilà, c'est ça la base du concept. Donc, Hugo s'occupe de la présentation. Voilà, alors on arrive du concept à la dynamique REV 3, hein, qu'on appelle donc ce nom ici en région. Et donc, on peut le définir comme ça. Je trouve que cette définition est pas mal parce que c'est vrai que c'est assez complexe. C'est vraiment un modèle de transition. Donc, vers une société ou une économie décarbonée et durable, et donc qui articule, et ça c'est important, de façon systémique. Ça veut dire que c'est tout en même temps. Et tout est relié, les transitions donc énergétiques, les innovations numériques et les nouveaux modèles économiques. Et là, vous voyez dans le petit schéma avec nos nuages, on a les piliers de Rifkin, qui sont donc la base de la théorie, qui sont représentés, donc les énergies renouvelables, les maisons connectées, les maisons producteurs d'énergie, enfin les bâtiments. On a l'Internet, évidemment, de l'énergie, mais pas que, aussi dans les bâtiments et le reste. On a le stockage, on a la mobilité décarbonée. Mais vous voyez que tout est relié, parce que vous ne pouvez pas avoir les énergies renouvelables sans stockage ou sans Internet ou sans gestion, hein, on va dire, de ces énergies qui sont fluctuantes. Vous ne pouvez pas avoir de mobilité décarbonée sans, c'est pareil, de stockage de l'énergie. Enfin, vous voyez, tout est relié et c'est ça le côté systémique très important qui fait que quand il n'y a qu'un seul, on va dire, pilier ou une seule un seul secteur qui avancerait seul, ça ne fonctionnerait pas. Le côté systémique, tout en même temps, l'efficacité énergétique et les nouveaux modèles économiques, par exemple l'économie circulaire, hein, l'économie de la ressource, eh bien tout ça en fait partie et c'est l'ensemble de ces piliers, de ces thématiques qui doivent avancer en même temps et être reliés. Et c'est ça la complexité, je dirais, de la troisième révolution industrielle. Et c'est pour ça que c'est difficile de l'expliquer en deux phrases, mais l'idée est là. C'est l'ensemble de ces piliers et qui avancent et qui se transforment en même temps. Et puis donc, c'est aussi un modèle d'action parce que, comme vous l'avez compris, c'est une dynamique en région lancée en 2013, à l'époque Nord-Pas-de-Calais uniquement, par à la fois la CCI de région et le conseil régional. À ce moment-là, donc Jérémy Rikim vient de lancer son bouquin. Ici, les deux présidents donc, se mettent d'accord en disant c'est une chance pour notre région, choisissons cette vision pour transformer notre économie qui est en peine, très industrielle, on le sait, qui a vécu de bons moments, le moment du charbon quand c'était faste, et puis, mais aujourd'hui, qui est en grande difficulté économique et sociale. Donc, choisissons cette vision et agissons ensemble pour développer, pour créer le terreau nécessaire pour que toutes ces activités se transforment, tous ces secteurs, et qu'on mette ce qu'il faut, en fait, les initiatives, les financements aussi, mais nos politiques aillent vers ça. Et donc, c'est ça qui a été enclenché en 2013, 2014, et puis petit à petit, je dirais toutes les sphères, que ce soit académique, économique, bien sûr, mais dans le monde associatif, hein, on le voit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça semble évident parce que je pense qu'en un an, le monde, enfin avec ce qui se passe encore, bien sûr, le monde, la région, la France, enfin, tout le monde a pris conscience
de l'obligation de ces mutations. Mais en 2013, c'était assez innovant quand même d'en parler, et c'était que les fervents, les plus motivés, je dirais, qui avaient compris, qui avançaient, qui étaient encore regardés, qui devaient expliquer l'action. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus évident. Tout le monde a compris qu'il fallait changer, qu'il fallait économiser à la fois les énergies, passer aux énergies renouvelables, économiser la ressource grâce à l'économie circulaire notamment, ou l'économie de la fonctionnalité. Donc, il y a tout ça qui est là, qui arrive, qui émerge. On a déjà pas mal d'exemples en région, mais l'idée, c'est de densifier et accélérer ce mouvement-là. Hein, c'est ça vraiment notre mission. Donc, pour ce faire, ah oui, voilà, c'est la double finalité du début, posée dès 2013, et on voit qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le sujet et encore plus dans le sujet. Donc, parvenir à une économie décarbonée d'ici 2050, je vous avoue que quand on écrivait ça en 2013, ça semblait un peu fou. Aujourd'hui, c'est une obligation au niveau européenne et française. Et puis, évidemment, favoriser la création d'activités et d'emplois et au maximum non délocalisables, hein, en région pour nous. Voilà. Alors, je ne vais pas vous lire la phrase de Xavier Bertrand, mais il y a eu vraiment un déclic, même si en 2016, quand il est arrivé à la région, il a choisi de garder cette dynamique-là qui avait été lancée avant lui, hein, par son prédécesseur, donc, et il a voulu la déployer sur l'ex-Picardie. Donc, très bien, déploiement, il a mis les moyens, l'équipe a grossi à ce moment-là. Et ce qui a vraiment changé, et là c'est bien du 30 juin 2020, cette citation, c'est au moment où il a voté son plan de relance au 30 juin 2020, il a intégré vraiment dans son plan de relance la transformation en disant que REV 3 ou la troisième révolution industrielle, c'était un atout formidable pour notre région. Il y avait déjà des choses qui existaient mais qu'il fallait accélérer. Et donc, suite à ça, si vous voulez, on a écrit ce que pouvait être une feuille de route sur l'économie circulaire, parce qu'on en entend parler, on sait à peu près, ah bah oui, les plastiques, ah bah oui, j'en sais rien, le textile, on va connaître un petit peu par petits bouts ce qui se fait, mais l'idée d'écrire une feuille de route régionale, c'est donner le cap et donner après les moyens d'aller plus loin et sur l'ensemble des ressources matières possibles. Donc, on va parler du bois, on va parler de la ferraille aussi recyclée, on est une région fort sidérurgique, on va parler des métaux rares, des métaux stratégiques ou terres rares, on va parler, voilà, et on va inscrire dans les schémas et dans le plan de relance et la suite des politiques, toutes ces questions-là qui sont au cœur. Et par exemple, tout ce qui est baisse des émissions, évidemment, CO2, et bien maintenant aussi, c'est écrit dans le plan de relance régional. Et donc, il y aura des moyens, alors les moyens pas uniquement régionaux, hein, mais des moyens européens, français et régionaux qui vont converger vers ces questions-là. Alors, à partir de ce moment-là, je vais faire la balance, puis je passerai la parole à Hugo Lambert, d'EY. Alors, ce qu'on a mis en place, en dehors de ce qui existe déjà, hein, parce qu'il y a déjà des fonds, des banques, des aides régionales, des fonds d'amorçage, enfin, il y a déjà une palette d'outils. Ce qu'on a voulu mettre en place avec EY, donc, qui est missionné par la région, hein, c'est un accélérateur un peu de projets. Donc, on les a appelés les projets d'investissement REV 3, les PI REV 3, donc sur nos thématiques. Hein, alors, on va vous lister un peu, on va vous donner des exemples. Et à partir du moment où ces projets-là, donc sur nos thématiques, qui ont un caractère stratégique pour la région, c'est-à-dire que c'est peut-être le premier usine, enfin, ou ligne parfois, ou sur une thématique particulière de l'économie circulaire. C'est un prototype. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est stratégique parce qu'il placera la région après en leader ou en avance sur ces questions-là. Et à partir du moment où il y a une complexité particulière, alors soit public-privé, soit parfois
public-public, hein, ou privé-privé, vous allez voir un peu, on va rentrer dans le détail de tout ça, eh bien, on sait que ces projets-là ont une difficulté particulière pour boucler parfois leur levée de fonds, parce que justement, comme je le disais, en avance. Sur des sujets qui ne sont pas encore trop connus des banquiers, des fonds d'investissement ou de nous, parfois, ou sur des outils classiques. Et donc, on a mis en place un plateau d'ingénierie avec une possibilité offerte, donc financée par la région, de mettre à disposition les compétences d'EY pour justement réussir à monter parfois en qualité le projet et puis surtout que ça devienne déjà plus connu, qu'on crée les relations aussi avec les fonds d'investissement qui sont ouverts à ça et on crée vraiment l'environnement favorable et on aide le porteur de projet à boucler. Hein. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on vous présente ça maintenant et on va vous décliner comment ça se passe et qui peut en bénéficier, etc. Voilà, là, je passe la parole donc à Hugo Lambert, d'EY, qui anime en fait ce plateau technique pour le compte de la région. Merci beaucoup Virginie. Alors, peut-être pour s'inscrire un peu dans la continuité de tout ce qui vient d'être dit, effectivement, suite à l'ambition que porte de manière très proactive la région depuis 2013 sur les sujets de la troisième révolution industrielle, il a été décidé donc d'essayer de passer un cap, si j'ose dire, avec les projets d'investissement REF3 en allant chercher quelque part un peu les leaders de la transition écologique qui permettront d'accélérer le renouveau économique des Hauts-de-France en faisant de ce territoire tout simplement une terre d'accueil privilégiée des investissements et ou des démonstrateurs liés à cette troisième révolution industrielle. Alors, qui dit troisième révolution industrielle dit nécessairement innovation. Or, on le sait bien, l'innovation, quelque part, c'est un sujet de contrainte. C'est-à-dire que dans un monde idéal, on n'a pas besoin d'innover. On innove généralement parce qu'on est sous la contrainte, parce qu'on cherche à faire différemment, parce qu'on cherche à faire mieux. Et ça, quelque part, pour le business as usual, c'est pas toujours accepté. Donc, notre sujet, c'est qu'autour de la troisième révolution industrielle, en fait, se niche un certain nombre de sujets d'innovation, innovation en termes d'outils de financement pour les projets de la troisième révolution industrielle, d'innovation dans la manière de monter ces projets-là. C'est-à-dire qu'il y a des innovations quasiment organisationnelles en termes de montage contractuel, en termes de montage juridique qui nous poussent on va dire, à faire différemment. Et enfin, on a une troisième dimension, c'est une innovation qui doit nous permettre de mêler quelque part les intérêts publics et privés, puisqu'on doit être en capacité d'hybrider très fortement financement public et privé pour soutenir les projets de la troisième révolution industrielle. Donc, sur la base de ce triple constat, quelque part, on a cherché à fournir à travers le plateau REF3 que Virginie a évoqué, une sorte de réponse intégrée en fait, à cette triple contrainte d'innovation pour les projets de la troisième révolution industrielle, en travaillant sur deux axes. Un premier axe, tout simplement, qui est plutôt une ambition générale, qui est de dire on va essayer de construire une politique d'investissement public-privé pour accélérer en fait, la mutation de l'économie régionale. Pour ça, on a bien un sujet qui est d'optimiser, de renforcer et d'accélérer la capacité d'investissement régional sur les thématiques économiques de demain. Donc, on est bien au cœur, quelque part, du leadership économique que souhaite incarner la région sur ces sujets. Et ça se découpe, on va dire, en deux actions très concrètes. Une première qui va être d'essayer d'aligner les financements publics-privés. C'est-à-dire que, comme je le disais, les projets de la troisième révolution industrielle nécessitent souvent une convergence de vues de la part des acteurs économiques et des acteurs publics, puisqu'on est sur des sujets d'innovation, il y a un peu plus de risques, les usages ou les marchés ne sont pas totalement matures. Donc, on va avoir un petit soutien financier qui permet justement de déployer les premiers démonstrateurs. Donc, un des premiers, en tout cas, des premiers axes de travail sur lequel on a fortement agi, ça a été d'essayer de créer un environnement de financement dans lequel l'ensemble des parties prenantes du financement pour les porteurs de projets sont réunis afin d'identifier et d'accélérer le déploiement des projets d'investissement emblématiques. Donc ça, c'est un premier, un premier axe de travail qui a été mis en place, qui a été de dire, bon, notre sujet, c'est d'abord de proposer un peu quelque part cet environnement intégré dans lequel le porteur de projet
le créateur de start-up pourra trouver au sein d'un environnement tous les financeurs publics et privés potentiels pour soutenir le déploiement de son projet et s'assurer qu'on aura un tour de table, on va dire, le plus aligné possible pour faciliter son financement. Donc ça, c'est un premier axe. Il y a un deuxième axe qui est, on va dire, la conséquence directe des sujets d'innovation, c'est que des fois, les montages, la difficulté des projets sont tout simplement plus complexes que ce qu'on peut retrouver dans des projets dont le modèle économique, dont la manière de monter les projets est plus mature. Et donc, pour ça, on a donc décidé de déployer une deuxième offre de service, si j'ose dire, qui est d'accélérer le déploiement des projets innovants, c'est-à-dire que on met à la disposition d'un certain nombre de porteurs de projets, de créateurs d'entreprises, une offre d'ingénierie qui doit leur permettre de faciliter la structuration de leurs projets et donc faciliter leur financement. Donc, on va le voir un peu tout à l'heure, mais disons que sur ce sujet-là, tout particulièrement, on s'attache en fait tout simplement à regarder les problématiques un peu à enjeu, et là où les porteurs de projets sont confrontés à des difficultés tout simplement parce qu'on est encore dans un moment de bascule entre plusieurs types de modèles économiques. Et on va les accompagner en apportant, on va dire, de la ressource humaine sur le plan stratégique, économique, financier, juridique, pour leur permettre de renforcer le montage économique et financier de leur projet et faciliter le financement. Donc voilà pour les deux axes sur lesquels on intervient directement. Aujourd'hui, la feuille de route qui est la nôtre dans le cadre des projets d'investissement REF3 se résume à trois axes d'investissement, si j'ose dire. Le premier qui va être de dire on va chercher à investir dans les projets qui favorisent l'efficacité énergétique et climatique régionale et qui permettent d'accroître le développement des ENR partagés. Donc ça, c'est un premier axe d'investissement qui couvre un certain nombre de thématiques. Ça va couvrir la thématique des ENR, de la filière hydrogène, des infrastructures écologiques, les questions d'efficacité énergétique, notamment au sein des bâtiments. Donc, vous voyez, en fait, ça touche un certain nombre de secteurs d'activité assez nombreux dans lesquels on peut être en mesure d'aller piocher des projets d'investissement REF3. On a un deuxième chantier d'investissement qui est plutôt d'investir dans la gestion durable des ressources régionales. Et c'est, on va dire, la conclusion directe qu'évoquait Virginie précédemment autour de la stratégie d'économie circulaire qui est portée par la région, qui est de justement investir dans les startups ou les projets qui accélèrent le passage à une économie plus circulaire. Et donc là-dessus, on va chercher à pousser ou à soutenir des projets qui sont en lien avec des circuits courts, avec les questions de ferme urbaine, avec le réemploi de matériaux, la valorisation des déchets. Donc là, encore une fois, un nombre de thématiques assez important, mais dont tous les projets doivent concourir à cet objectif un peu général d'investissement dans la gestion durable des ressources régionales. Et enfin, on a un troisième axe d'investissement qui est quelque part le pendant un peu sociétal des sujets que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que pour que ça puisse fonctionner, il faut quelque part qu'il y ait une acclimatation, ou en tout cas une appropriation des thématiques de la transition par les différentes parties prenantes des territoires et notamment les citoyens. Et c'est pour ça qu'on a un troisième axe d'investissement qui est plutôt, donc on appelle ça investir dans l'engagement et la collaboration de tous pour élaborer les solutions de transition. Et là, c'est vraiment notre objectif est d'aller descendre à la maille du citoyen pour proposer des sujets qui sont aujourd'hui cœur de cible pour eux, la question des commerces de centre-ville, la question de la reconversion des friches, la question de la gestion des équipements culturels, pour en faire des leviers d'accélération vers la troisième révolution industrielle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur ces trois axes d'investissement, on retrouve en fait un large panel de thématiques dans lequel on va retrouver des objets, on va dire, plus ou moins complexes à monter et sur lesquels on va être en mesure d'intervenir. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qui vous intéresse en tant que porteur de projet de start-up ou futur projet, porteur de projet, c'est évidemment ce qu'on appelle les start-up à impact, notamment dans le cadre de la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire des porteurs de projets qui par leur proposition de valeur, proposent de traiter ou de répondre à une des problématiques de la troisième révolution industrielle, notamment dans le volet de la bioéconomie, de l'énergie, de la gestion durable des ressources. Donc, tout ce type de startups qui sont un peu quelque part les leaders de l'économie de demain, les potentiels leaders de l'économie de demain, nous intéressent évidemment, puisque ça permet d'acter et de renforcer le rôle du territoire régional et d'apparaître comme une terre privilégiée d'investissement pour ce type de projet à l'échelle nationale. Donc, c'est bien ça notre enjeu. Et donc, c'est pour ça qu'on a à cœur de soutenir ce type de projet.
À côté de ça, on a évidemment d'autres types de projets, des coopératives, des sociétés de projets. On touche un peu à différents types d'objets juridiques, des fois des démonstrateurs aussi, qui nous permettent justement de valider une techno dans lequel on va retrouver un consortium qui comprendra notamment une startup avec un grand groupe. Donc là, ça dépend un peu de la maturité et de la nature du projet, mais on est en capacité d'intervenir sur vraiment un large spectre de projets et d'activités. Peut-être pour continuer et vous dire quelques mots sur le plateau d'appui REV3, donc on a bien ces deux objectifs. Hein. On est sur un sujet de réalisation de la REV3 par le financement et le déploiement de projets emblématiques, et derrière, progressivement, d'alignement des stratégies territoriales et régionales sur ces sujets, puisqu'on le sait, c'est que pour éviter que, enfin plutôt pour maximiser, on va dire, l'effet de la troisième révolution industrielle en région, le sujet, ça va être l'alignement des acteurs. Donc ça renvoie un peu à ce que je vous ai dit précédemment. D'un côté, la réussite de projets individuels, de l'autre, l'installation progressive d'un cadre collectif qui permet de porter et de soutenir la démarche à l'échelle régionale. Et ça, c'est un point très important. Quand on s'intéresse peut-être à la question de l'offre d'appui du plateau REV3 à destination des porteurs de projets, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on est dans une logique d'approche intégrée. C'est que tout le sujet du plateau REV3 qui articule donc, comme l'a dit Virginie, des ressources régionales, notamment issues de la direction de la troisième révolution industrielle et des consultants EY, ça va être de venir apporter quelque part la bonne offre de service au bon moment, au bon porteur de projet. Et à ce titre, vous voyez, on a donc un flux constant d'activités dans lequel on anime quelque part un programme d'investissement à l'échelle du territoire régional, dans lequel on va d'abord sourcer des projets qu'on va qualifier de projets d'investissement REV3. On va s'assurer que ces projets ont autour d'eux un niveau de structuration suffisant pour leur permettre d'aller lever des fonds. Et on va vérifier donc ça sur tous les volets, c'est-à-dire le volet à la fois stratégique, économique, juridique et financier, de façon à construire autour de ce porteur de projet un tour de table financier cohérent et crédible qui lui permettra de se déployer et donc de closer assez rapidement les fonds dont ils ont besoin pour engager, on va dire, les travaux les plus opérationnels. Le niveau d'intervention du plateau dépend évidemment du niveau de maturité ou du besoin du porteur de projet. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, il y a certains projets qui sont déjà plus ou moins matures. Donc, on va chercher à plutôt accélérer ou à renforcer la question de la constitution du tour de table financier, puisqu'on recherche un ou des investisseurs complémentaires. On peut aussi avoir la question où on a des questions un peu dures, par exemple de structuration juridique, parce qu'on est sur des nouveaux modèles dans lesquels on va déployer un niveau d'ingénierie supplémentaire qui permettra à ce porteur de projet, à ce créateur de start-up, de déployer son premier démonstrateur et de lever des fonds. Donc, c'est sur ce type de mission qu'on va être en capacité d'intervenir, à chaque fois dans une logique de binôme associant la région et EY. Donc enfin, peut-être pour vous dire un peu sur quoi tout ça nous permet d'atterrir, vous dire quelques mots sur la conférence des financeurs, puisque c'est en fait l'outil qui nous sert à tirer l'ensemble de la démarche que je vous ai évoquée précédemment. La conférence des financeurs, c'est donc un événement qui est organisé tous les 6 mois, donc en physique quand on n'a pas le Covid et en visioconférence quand on est confronté à des problématiques sanitaires comme en ce moment. L'idée, c'est que tous les 6 mois, on offre cette instance-là à destination des porteurs de projets, des créateurs de start-up qui portent un projet d'investissement REV3 pour présenter leur dossier comme une opportunité d'investissement auprès de financeurs publics et privés. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Effectivement, la conférence des financeurs, c'est déjà un lieu de visibilité, de communication pour le porteur de projet. Ça lui permet de gagner de la visibilité et d'être mis en avant sur la dimension innovante de son projet. Ça permet d'organiser aussi un dialogue d'ingénierie financière autour de son projet. Comme on l'a dit précédemment, les problématiques financières liées à ces projets-là particulièrement innovants posent parfois quelques soucis. Donc, ça nécessite de construire un consensus et un alignement des financeurs publics et privés autour de chaque dossier. Et derrière, ça doit nous permettre tout simplement d'accélérer la concrétisation des projets, c'est-à-dire qu'en construisant un tour de table collectif intéressé autour du projet, on espère et on essaye de faciliter toute la démarche d'instruction et de closing de ces dossiers de financement. En termes de typologie de financement recherché, on est capable de couvrir l'ensemble du spectre, c'est-à-dire d'aller de la partie fonds propres à la partie dette bancaire en prenant en compte également la partie subvention, avance remboursable et garantie. Là-dessus,
quelque part, le mix de financement nécessaire va toujours chercher à être optimisé de façon à aller chercher les financements les plus disponibles et les plus cohérents par rapport aux besoins de financement du porteur de projet. Et donc, c'est aussi ça, une des vertus, on va dire, les plus intéressantes de la préparation à la conférence des financeurs, c'est que par rapport à un besoin de financement d'un porteur de projet et par rapport à un projet, on va travailler avec chaque porteur de projet de façon à définir quel est son bon scope de financement et quels sont les bons outils à mobiliser. Et derrière, essayer de construire ce tour de table un peu idéal pour faciliter le financement de chaque projet. Évidemment, pour que ça fonctionne, vous vous en doutez, il faut que ce soit une approche personnalisée par porteur de projet, c'est-à-dire que ce qui convient à un porteur ne convient pas forcément aux autres. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours plusieurs collèges d'investisseurs en fonction, on va dire, quelque part des profils des projets qui sont présentés. Nous, ce qu'on garantit quelque part à chacun de ces investisseurs et financeurs qui se présentent le jour J, c'est d'accéder à des dossiers qui sont normés en termes de maturité et ou en termes de documentation associée. C'est-à-dire qu'on s'assure quelque part que dans l'analyse et l'examen qui sera fait de chaque dossier, on ait une égalité de vue et une transparence sur le niveau de maturité du projet, ce qui permet derrière en fait, de faciliter la création d'un consensus commun autour du financement d'un dossier. Donc ça, c'est un point important et on travaille beaucoup avec le porteur de projet et les différents financeurs pour construire cet alignement de vues et d'intérêts dans le cadre du financement de chaque projet. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment le point un peu central lors de la conférence, c'est-à-dire les échanges entre, d'une part, les porteurs et les investisseurs participants. Généralement, on a un pitch et puis un dialogue plutôt technique autour du sujet de financement qui s'engage entre le porteur de projet et les différents financeurs présents le jour J. Et donc, cette partie-là permet d'acter certains modes de financement, permet de faire travailler aussi et de faire évoluer les positions des uns et des autres pour aligner, on va dire, petit à petit la stratégie de financement avec celle du projet et donc permet de construire quelque part le consensus autour du financement quand il s'agit d'un projet particulièrement innovant ou risqué. Donc voilà, la première conférence des financeurs en quelques mots, elle a eu lieu donc l'an dernier, en janvier. On a derrière eu une petite surprise sanitaire qui nous a empêché d'en organiser un second, on va dire 6 mois après. Donc 9 projets pour 136 millions d'euros recherchés. On a réussi à mobiliser une centaine de financeurs publics et privés. Et donc, la prochaine conférence des financeurs aura lieu en février 2020, où on imagine déjà à ce stade 3 types de collèges. Donc, un collège qui comprend plutôt les champions de la transition de la troisième révolution industrielle, donc plutôt des entreprises, plutôt des startups qui sont aujourd'hui plutôt en recherche d'investisseurs et de financeurs privés, puisqu'on sait que quelque part, qui dit nouvelle économie dit nécessairement qu'il faut que derrière l'ingénierie de financement et les ressources de financement soient présentes, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, tout notre sujet, c'est d'aller chercher et d'aider les porteurs de projets à aller chercher les investisseurs pertinents pour accompagner leur développement et faire, donc, comme je le disais tout à l'heure, des Hauts-de-France le territoire un peu leader des startups ou des entreprises de la transition. On a des sujets qui sont plutôt liés vraiment à l'ADN PIREF3, donc des projets qui sollicitent à la fois des financements publics et privés dans lesquels la question de l'alignement et du timing des financements est tout à fait clé. Et enfin, on va dire contexte oblige, on aura bien un sujet autour de la relance, puisqu'aujourd'hui, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, on a un certain nombre de dispositifs de financement, d'appels à projets qui ont été mis en place ou qui vont être mis en place dans les prochaines semaines et pour lequel on essaye de positionner le plus de porteurs de projets régionaux de façon à les capter et attirer ces financements sur le territoire régional. Et donc, ce dernier volet, je pense, est un point important et peut d'ailleurs intéresser un certain nombre d'entre vous, puisque on voit que ce sont des ressources financières qui sont aujourd'hui conséquentes et qui risquent de se déployer, on va dire, en 2020, en 2021, en 2022. Et donc, ça fait partie un peu quelque part des leviers de financement qu'on doit avoir en tête maintenant pour appuyer le développement de chaque projet. Voilà pour peut-être pour moi, pour la présentation. Je ne sais pas, Virginie, tu veux peut-être conclure avec quelques mots et on pourra peut-être passer aux questions par la suite. Oui, je pense, merci Hugo. Je pense qu'il est important de confirmer en fait le fait que cet outil-là, il est vraiment, on l'a bien compris, sur mesure et pour certains projets. C'est pas l'ensemble des projets
qu'on accompagne à la région, on en accompagne 200, 300 par an avec des financements, on va dire, assez simples, ou d'autres qui ne passent pas par nous parce que c'est directement dans la sphère privée, je dirais, c'est des startups qui se montent et qui trouvent leur financement. Là, ou bien alors ceux qu'on traite dans notre équipe avec des subventions régionales ou des subventions européennes. Là, on est vraiment sur des projets spécifiques. Hein. C'est vraiment pas la majorité, c'est les quelques-uns. C'était une dizaine il y a un an. Bon, voilà. Après, il y a eu la crise du Covid. Là, on a réussi, malgré les conditions actuelles, à reprogrammer. On est à 11 ou 12 prochains. On vient de finir, en fait, la semaine dernière, la liste des prochains. Normalement, la liste est arrêtée, mais si certains sont bien matures, on peut encore en intégrer quelques-uns, puisque la prochaine conférence des financeurs est prévue le 11 février. Et là, on démarre. Encore ce matin, j'étais en rendez-vous avec un porteur de projet. On démarre vraiment le tempo où on les prépare, on regarde avec eux justement leur maturité et on déploie juste derrière et pendant tout le mois de janvier l'ingénierie qui va bien sur mesure. Et vous voyez, ce matin, la discussion que j'ai pu avoir avec le porteur de projet, c'était, bon, évidemment leurs besoins, bien le comprendre, et ce qu'elle a déjà mené comme action pour aller chercher des fonds. Bon, là, elle a besoin à la fois de prêts et d'equity, pas forcément de subventions. Donc, vous voyez, on qualifie au fur et à mesure. Et puis, elle va présenter à EY, donc les spécialistes là sur le sujet, ce qu'elle a déjà comme BP. Ce qu'elle a comme pitch, ce qu'elle a comme présentation, en disant mon BP il a dit ce matin, en fait c'est un tableau Excel que j'ai fait moi-même, j'ai pas la compétence et autour de moi pas évidente où ça coûte cher et donc j'ai pas la possibilité d'avoir un très beau BP. Les éléments sont bien mais pas bien présentés, bon, et il serait challengé. Donc voilà, là on est rentré dans le process. Parce que je l'ai en tête puisque c'était ce matin pour un des porteurs, dans la moulinette, je dirais, et dans le tuyau qui va nous amener jusqu'à ce point d'orgue de la conférence des financeurs, où on mettra autour de l'ensemble de ces porteurs de projets vraiment les financeurs potentiels dont il a besoin. Hein. C'est pas la grand-messe avec tout le monde qui écoute tout le monde, non. C'est vraiment du sur-mesure. Il a déjà vu certains fonds d'investissement. Ça n'avait pas accroché il y a un an, mais depuis, il a beaucoup évolué. Donc, on va voir avec lui et c'est lui. On décide ensemble, on dit si ça vaut la peine ou pas de les faire revenir autour de la table parce que ça a beaucoup bougé. Donc, et on sécurise en fait la présentation du projet. Bon là, je vous dis c'est cet exemple-là parce que c'est une start-up là et on est plutôt sur ce sujet aujourd'hui. Mais c'est vrai, d'autres projets qu'on est en train de préparer. Vont demander un peu plus de compétences juridiques, on l'évoquait tout à l'heure, quand il y a une complexité particulière de création d'une société de projet, public-privé, bon voilà, là ça dépasse nos compétences habituelles de technicien, on va dire région, et EY va chercher des spécialistes vraiment des sujets, et c'est assez pointu, et c'est pointu, et ça amène vraiment à ce que tout le monde soit à un niveau de maturité ou bien alors au moins de pouvoir présenter à ses financeurs potentiels un vrai beau dossier de qualité. Voilà. Après, il y a d'autres problématiques, la maturité, il manque encore quelque chose. Ça peut arriver, mais vraiment le mécanisme se met en place et permet d'avoir un dossier, je dirais, vraiment complet et bankable pour ceux qui ont besoin d'argent de banque. Bon, voilà. Donc après, on est ouvert aux questions, s'il y a des questions plus particulières. Justement, oui. Justement, nous avons quelques questions qui commencent à apparaître sur le chat. Allez. Alors, il y a une question de Caroline Forin qui nous demande quelles sont les démarches entamées pour, en premier lieu, savoir si le projet entre dans les thématiques REF 3 et comment faire partie de la prochaine conférence des financeurs en février. Je pense que vous avez un peu répondu à la question, mais je pense qu'elle veut savoir concrètement ce qu'elle doit faire, à qui elle doit envoyer un mail, où se trouve le dossier à remplir. Voilà, un petit peu les démarches plus administratives et logistiques, on va dire, opérationnelles, quoi. Eh ben, pour être très opérationnel, en fait. Oui, je vais vous répondre. Très opérationnel, en fait, il n'y a pas du tout de dossier à remplir. Hein. C'est un contact.
direct avec donc ça peut passer par moi et après en fonction du sujet je pourrais prendre dans mon équipe les plus spécialistes des énergies ou de l'économie circulaire. Bon voilà, en fonction du projet de la personne, mais ça peut passer par moi. Et puis après, eh bien un premier rendez-vous en fait, hein, c'est assez simple. Un premier rendez-vous avec EY, hein, Hugo ou un de ses collègues, ça nous permet de qualifier. On se dit, et on valide ou pas si c'est bien REF 3, on valide ou pas s'il y a besoin de cette conférence des financeurs, ou si pour finir la problématique est plus simple et qu'un simple accompagnement vers une banque ou vers un dispositif État ou région ou européen, enfin, oui, on arrive à qualifier ça en général dès le premier rendez-vous. Et puis, si on voit que le projet semble être un projet vraiment pire-rêve, comme on appelle, et bien après, ce sera en fonction de sa maturité. Est-ce qu'on va être dans les temps ou pas pour l'intégrer à la prochaine conférence des financeurs? Parce que là, en fait, depuis 10 jours, on a démarré ces premiers rendez-vous et on doit arrêter au bout d'un moment pour se concentrer sur les 10, 12 qui seront maintenus. Là, on peut dire qu'on a encore 1 ou 2 places. Si Hugo est d'accord, 1 ou 2 places si le projet est assez bien avancé pour l'intégrer pour la prochaine conférence des financeurs de février. Après, ce sera à peu près 6 mois plus tard. Voilà, sachant que Voilà, du donc, coup, peut-être pour compléter, Virginie, pourquoi on a besoin d'un peu de temps pour travailler, on va dire convenablement, c'est que tout le travail de préparation, de qualification du besoin de financement et éventuellement derrière de redéfinition un peu des hypothèses, comment dire, d'approfondissement du BP, de stabilisation des éléments de marché qui permettent de crédibiliser le BP, tout ça prend un peu de temps nécessairement. Et donc, on veut être sûr que face aux financeurs ou aux investisseurs, les porteurs de projets puissent arriver, on va dire, avec toutes les armes à leurs mains pour défendre leur dossier. Donc, c'est pour ça qu'on tient à avoir un petit rétro-planning qui nous permette de préparer à la fois la préparation du porteur de projet et ensuite d'entrer dans une logique de dialogue constructif avec les différents financeurs et investisseurs en amont de la conférence, de façon à ce que le jour J, chaque porteur de projet puisse avoir autour de lui les financeurs dont il a besoin et donc obtenir le meilleur de la conférence des financeurs lors de son passage. Alors moi, j'aurais on une peut autre compléter. question. Ah, pardon, allez-y. Allez-y. Non, je compléterai sur le fait que si pour finir, après ce premier rendez-vous, on se dit non, il n'y a pas besoin vraiment de cet outil-là, bien sûr qu'on est là pour mettre en relation avec les autres outils existants. Je pense au CAP 3 RI, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un fonds d'investissement dédié au projet REF 3. Vraiment sur nos thématiques, mais c'est du développement, il y a un certain niveau d'investissement, etc. On fait la passerelle dans ces cas-là. Si c'est pas conférence des financeurs, il y aura toujours autre chose. On ne dit pas non, au revoir, on n'a rien pour vous. On fera la passerelle avec les autres outils existants. Voilà. Alors, moi, j'aurais une autre question un peu complémentaire à celle-ci. Stratégiquement, pour une start-up, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Se précipiter là en se disant je me précipite, j'envoie un dossier même incomplet, même si je suis pas mature, pour essayer de passer le 11 février, et auquel cas vous allez lui répondre ben oui, mais vous nous intéressez potentiellement, mais vous n'êtes pas prêt, revenez au mois de juin, juillet, à la prochaine session avec plus d'éléments. Ou est-ce qu'il vaut mieux s'abstenir et attendre la prochaine session? D'après vous, quelle est la meilleure stratégie? De faire une première tentative maintenant et voir un petit peu l'état des lieux, ce qui manque pour améliorer le dossier éventuellement, ou c'est plutôt négatif parce que ça risque de freiner un petit peu ou de laisser une empreinte négative lors du deuxième passage? Votre expérience et votre préconisation là-dessus? Alors, on ne laisse jamais de négatif. On est vraiment dans une idée d'accompagner des porteurs de projets. Ils sont plus ou moins prêts. On sait ce que c'est. C'est compliqué de créer une entreprise ou développer une entreprise. Donc, la vie d'un entrepreneur, d'un porteur de projet est pas simple. Donc, il n'y a pas de jugement et il n'y a pas de « vous avez tenté une fois, tant pis pour vous ». Ça, jamais. C'est difficile de répondre tant que je ne connais pas le projet. Tout dépend où il en est dans sa maturité. Si c'est trop en amont,
on peut très bien prendre les premières informations et travailler avec ce porteur de projet dès maintenant, mais pour la prochaine, en fait. Ça ne s'arrêtera pas. On ne dira pas, revenez dans 6 mois. C'est de l'accompagnement sur le long terme. Et il y aura toujours quelqu'un qui accompagnera et qui, après, accélérera au moment de la prochaine conférence des financeurs. Mais on ne mettra jamais quelqu'un qui n'est pas prêt parce que ça risque d'être contre-productif face à des investisseurs. Et à l'inverse, si la personne, si elle en a besoin maintenant pour lever des fonds, pour ensuite, on fera tout pour accélérer pour que ça passe aux prochaines. Donc, la réponse, elle est vraiment sur mesure en fonction du cas. D'accord. Alors, nous avons une question aussi d'Emeline qui nous pose la question par rapport aux PME. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé depuis ce matin et c'était un peu le but du webinaire de s'adresser aux startups. Mais quels sont les mécanismes REF3 pour accompagner les PME? Et donc, on est plus là sur un volet développement que création de startups, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu aider Emeline et la conseiller éventuellement sur les mécanismes REF3 liés aux PME? Alors, sur les PME, en fait, il y a les réponses, je dirais, de droit commun, que l'entreprise soit REF3 ou pas. Il y a des fonds, pour le développement. Pour la troisième révolution industrielle, donc il y a Cap3RI qui est spécialisé justement, qui est un fonds d'investissement public-privé qui a été créé en 2015, qui est dédié vraiment à nos sujets et qui est vraiment sur du développement. Donc, en général, le ticket d'entrée, au début, il était à 1 million, vous voyez, jusqu'à 3. Là, maintenant, ça s'est assoupli, je dirais, et ça s'est élargi. Et il peut y avoir des prises de participation à 500, 600, 700 000, jusqu'à 3, voire au-delà maintenant. Donc, c'est large. Et on est vraiment sur de style PME, ETI, qui sont en plein développement. Et là, il y a un contact, c'est Guillaume Thomé, Cap3RI, et il en reçoit beaucoup. Et vous voyez, s'il reçoit une entreprise qui n'est pas tout à fait dans son scope, il nous la renvoie et vice-versa. Donc, tout ça, ça se passe très bien. Et je dirais que c'est le fonds dédié à la troisième révolution industrielle. C'est vraiment celui-là. Après, vous avez tout ce qui existe en fonds, où vous avez des fonds d'investissement chez Finorpa, à l'IRD, qui investissent dans des entreprises, des PME, REF3 ou pas. Mais ça, c'est droit commun. Voilà. Il y a aussi le livret REF3, je pense. Donc, c'est un outil qui va être mobilisable effectivement. Plus Voilà. en Et puis, il y a un fonds Plus en prêt. régional. Il y a un fonds Pour les régional, outils. c'est Novam, éventuellement, qui peut aussi… Alors après, tous les fonds, oui, tout à fait, fonctionnent. C'est vrai que Hugo disait, sur le prêt, on a un prêt spécifique REF3, c'est le Crédit Coopératif qui le porte parce que il a créé dès 2013 un livret REF3, c'est un livret d'épargne. Sauf qu'en fait, ils ont obligation d'utiliser ces fonds et ils ont doublé là en un an. Ils sont passés de 20 millions à 40 millions, 44 millions même aujourd'hui de fonds. Ils doivent être dédiés ensuite, utilisés pour des projets en rapport avec la troisième révolution industrielle. Et eux, c'est du prêt. Et ils reçoivent tout le monde. C'est Crédit Coopératif. Il n'y a qu'eux qui le portent, ce livret REF3. Et c'est autant une association qui a besoin de 32 000 euros qu'une très grosse entreprise qui a besoin de 800 000 ou 1,5 million. Ça marche aussi. Là, c'est pareil, on peut donner les coordonnées. C'est le Crédit Coopératif. Et dans chaque agence, il y a un spécialiste de ce livret-là. De manière générale, et peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Virginie, on est aveugle à la nature de l'entité qui porte, c'est-à-dire que ça peut être une start-up, ça peut être une PME, ça peut être une ETI, ça peut être un grand groupe. Ce qu'on va regarder beaucoup, c'est la nature du projet. Évidemment, en fonction de la nature du projet et on va dire quelque part de la nature du porteur, on ne va pas forcément mobiliser les mêmes outils de financement, ce qui est assez logique. Et donc, c'est plutôt ce diagnostic-là qui va être de regarder ce qu'on cherche à faire, quels sont les moyens à disposition pour le faire et quels sont les moyens dont on aurait besoin pour le faire, qui va nous permettre de faire un diagnostic tout simplement des outils de financement les plus indiqués ou les plus pertinents pour accompagner le déploiement opérationnel du projet et le développement de l'entreprise.
Donc, c'est ce travail-là, justement, sur les sujets d'ingénierie financière qui est fait, on va dire, au cas par cas et projet par projet, qui nous permet, et comme Virginie l'a très bien expliqué, d'aller piocher aussi dans l'ensemble des outils régionaux qui existent déjà, pour aligner tous ces outils-là avec les outils de financement plutôt privés au service de la réalisation du projet porté par l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de dispositif ou de guichet, on va dire, unique, dans lequel on a accès à un certain type de financement pour certains types de projets. On est plutôt dans la partie inverse, on est plutôt sur les moutons à 5 pattes, c'est-à-dire les projets qui ne rentrent jamais dans un dispositif et qui nécessitent toujours de regarder comment est-ce qu'on peut le financer ou le déployer intelligemment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement parmi l'audience ou est-ce que tout est clair? Nos invités ont été très clairs, je pense. En tout cas, moi, je trouve que ça a été mené de main de maître de la part de Virginie et Hugo pour nous présenter ce formidable outil qui est le REF 3 en région Hauts-de-France. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez des intervenants de qualité qui connaissent très bien le dossier. Donc, c'est le moment éventuellement d'accélérer votre propre révolution si vous êtes intéressé et de recevoir les réponses aux questions que vous vous posez sur les dispositifs REF 3 disponibles en région. Donc, n'hésitez pas, hein, même s'il est vrai que tout a été très clair aujourd'hui. Et de toute manière, toutes les informations qui vous ont été communiquées sont aussi disponibles sur le site Internet, hein, qui est très clair, qui est très bien fait, avec des formulaires de contact, des adresses mail, des numéros de téléphone pour contacter les bonnes personnes et puis vous adresser et leur adresser éventuellement, je dirais, les questions que vous vous posez encore et que vous n'avez peut-être pas osé aujourd'hui eu égard à la confidentialité éventuelle de la question posée en direct. Donc, Madame Renaud et Monsieur Lambert, je vous remercie énormément d'avoir participé à ce webinaire dédié à la conférence des financeurs REF 3 en Hauts-de-France. Je pense que c'était particulièrement utile pour un certain nombre d'entrepreneurs qui se posent des questions sur leur projet, notamment en période Covid, parce que c'est pas facile, hein, on est confiné, on voit bien des infos un peu à droite à gauche, mais on n'ose pas forcément se lancer. Et donc, je pense que c'était très utile votre intervention. Et puis, je ne peux que vous féliciter pour cette belle opération, cet appui à ces entrepreneurs et surtout espérer que vous ayez, je dirais, des fêtes de fin d'année bien remplies, plein de projets sous le sapin, on peut le dire comme ça, plein de projets sous le sapin, pour qu'en février, vous ayez une belle promotion de projets accompagnés au sein de la conférence des financeurs REF 3. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, chacun d'entre vous, pour terminer le webinaire. Je vous laisse un petit peu le mot de la fin. Peut-être Madame Renaud pour commencer. Oui, merci. En tout cas, merci à tous et merci de nous avoir invités et au pôle hier par rapport à ce webinaire. Il n'y a pas de, je dirais, de mauvais projet. Il faut vraiment qu'il soit accompagné et qu'il ait les bons outils et, comme le disait Hugo aussi, au bon moment. Et donc, il ne faut rien s'interdire quand on est porteur de projet. Donc, par rapport je reviens à la question tout à l'heure, il faut prendre contact, il faut essayer, il faut avancer. Et l'idée, c'est de trouver la meilleure solution possible. Et je pense qu'ici, on est une terre de développement, et encore plus si c'est du développement durable. Donc, il faut qu'on soit dynamique et acteur de la transition. Donc, je vous invite à l'être et passer ce message-là. Et nous, nous ferons notre job. Donc, nous vous accompagnerons et nous emmènerons au bon endroit pour que ça fonctionne. Donc, surtout, je suppose que vous avez nos mails grâce à ce webinaire. Contactez-nous directement. Après, je vous mettrai dans mon équipe la bonne personne. Si c'est une start-up liée à la bioéconomie, ce sera Agathe Oliveira que vous devez connaître déjà. Mais après, en fonction de la thématique, je vous trouverai la bonne personne. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Et merci. Hugo, peut-être, dernier mot de la fin?
Bah, écoutez, tout simplement vous remercier pour votre écoute, vous dire également qu'on est à votre disposition en cas de questions, qu'on est dans une logique apprenante et solutionnante, c'est-à-dire qu'on sait que vous avez affaire à des complexités qui sont nombreuses, puisque c'est dur de développer un projet, Virginie l'a rappelé. Heu, L'ensemble de cette démarche vise à vous soutenir justement dans le cadre de développement de vos projets, de façon à porter l'ambition de la troisième révolution industrielle, on va dire, au plus haut niveau, d'un point de vue économique sur ce territoire. Et donc, à travers cette ambition-là, on mobilisera de toute façon de notre côté, on va dire, les compétences et ressources nécessaires pour vous aider à avancer, et que c'est ça notre unique préoccupation dans le cadre de cette approche. Donc voilà, on est aussi à votre service dans cette ambition, et donc n'hésitez pas, comme l'a dit Virginie, à nous contacter. Nous ferons une joie de vous répondre et de vous orienter le mieux possible et de vous accompagner dans vos projets de développement. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas terminer ce webinaire sans remercier aussi Agathe Oliveira, qui de main de maître a organisé ce webinaire, a poussé jusqu'à la dernière minute. Hein, ça s'est fait en dernière minute. Donc, merci beaucoup Agathe, parce que je pense que c'est utile pour les membres du pôle, hein, la bioéconomie étant un, un thème pleinement de la REF 3. Et donc, tous les membres du pôle sont potentiellement éligibles, je dirais, à ce dispositif. Après, encore faut-il qu'il soit dans la bonne, je dirais, au bon stade de développement pour rentrer le dossier dès le mois de février, ou patienter jusqu'au mois de juin, juillet, ou même plus tard si jamais ils sont au stade de l'idée. Et donc, merci encore à Agathe pour cette idée de webinaire. Et puis, je pense qu'il est l'heure là maintenant de nous quitter. Hein. Donc, je vous souhaite donc un bon appétit à tous, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, à la conférence des financeurs REF 3, plein de petits projets sous le sapin de Noël pour pouvoir les démarrer au mois de février. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite donc une bonne journée et un bon appétit. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Passez bonne fête. Au revoir. Bonne fête à vous.